Parfait. Alors, bienvenue à tous dans cet atelier VLS qui va porter aujourd'hui sur les mécanismes psychologiques qui sont un peu en jeu pour mieux comprendre un petit peu ce qui mène à l'hésitation vaccinale. Et je suis très heureux de recevoir donc aujourd'hui autour de pour cet atelier professeur Vincent Iserbyt et professeur Olivier Klein, que je vais vous laisser vous présenter parce que tout le monde ne vous connaît pas. On va pouvoir enchaîner ensuite sur l'atelier. Je vous en prie. En tout cas, ravi de vous rejoindre ce soir. Donc, mon nom est Vincent Iserbyt et moi, je suis professeur de psychologie sociale à l'université de Louvain, en Belgique, Louvain-la-Neuve, et donc collègue d'Olivier. Je laisse Olivier se présenter également. Bonjour à tous, je suis également ravi. Donc, moi, c'est à peu près pareil, sauf que je suis à l'université de Bruxelles. Donc, la psychologie sociale, c'est vraiment une discipline qui essaye de comprendre comment, dans la présence d'autrui, imaginé ou réel, influence nos attitudes, nos comportements. Et donc, c'est vraiment un sujet qui est particulièrement, enfin, une discipline qui nous semble particulièrement pertinente pour appréhender la question de la vaccination. Donc, c'est un peu pour ça qu'on s'est penché là-dessus. Merci beaucoup. Et en tout cas, nous, on vous remercie beaucoup de prendre le temps de nous expliquer tout ça ce soir. Avant de lancer le PowerPoint, je vais demander à Monsieur Meunier et Madame Caminade de couper vos caméras pour la suite de l'atelier. Pour vous expliquer un petit peu comment ça va se passer, donc on va articuler notre présentation autour de 3 thématiques, peut-être plus parce que je crois que Vincent, Olivier, il y avait des notions qu'on n'avait pas forcément discutées ensemble, que vous aimeriez aborder, et c'est avec grand plaisir. Et à la fin de chaque thématique qui sera traitée, vous aurez l'opportunité, l'occasion de pouvoir poser vos questions. Il vous suffit pour cela d'appuyer sur la petite main et je vous donnerai la parole. À ce moment-là, vous pourrez activer vos caméras. Je crois, Vincent, Olivier, que vous aviez une présentation et peut-être commencer ce début d'atelier par nous expliquer quelques généralités sur ce qui va amener justement les citoyens vers l'hésitation vaccinale. Oui, alors ce qu'on va faire effectivement, c'est procéder en 3 temps. Donc, on a préparé chaque fois une petite série de PowerPoint pour alimenter les échanges qui vont suivre. Et donc, l'idée, c'est de passer quelques minutes d'abord à vous présenter du matériel et puis échanger. Il y a un petit temps et je crois qu'on va chaque fois réallumer les caméras pour pouvoir se voir à ce moment-là. Ce sera sans doute le plus simple si vous êtes d'accord. Et donc, je vais brancher ma fenêtre et lancer le diaporama, si ça veut bien fonctionner. Et j'espère que ça fonctionne correctement, que vous voyez bien C'est parti, Vincent. Voilà. Et donc, je voulais commencer peut-être avec Olivier en vous donnant quelques petites nouvelles du front, si on peut dire, parce que en préparant ce webinaire, on a eu l'occasion de lire hier, avant-hier et quelques jours encore avant, des informations concernant la Belgique sur à la fois des cas de coqueluche qui ont été recensés et qui montrent qu'en Belgique francophone, à tout le moins, il y a une augmentation très très nette, un nombre de cas mensuels le plus élevé, dit-on, au cours des 10 dernières années. Donc la coqueluche, quand même, un élément inquiétant. Et puis du côté de la rougeole également, le 16 février dernier, le quotidien Le Soir faisait état d'une recrudescence au niveau de l'Union européenne, avec un nombre tout à fait inquiétant de cas qui étaient des cas internes à l'Union européenne, donc pas des cas importés. Donc ça justifie d'autant plus qu'on s'intéresse encore et toujours à la question de la vaccination. Peut-être vous dire un petit peu plus comment nous sommes arrivés à nous intéresser à cette question. Comme l'a dit mon collègue Olivier Klein, nous sommes des psychologues sociaux et nous avons bien entendu, comme toute la population, été confrontés en 2020 à cette pandémie de la Covid, qui nous a réellement interpellés, tout d'abord sur la manière dont les choses ont été interprétées par une série d'acteurs, les autorités autant peut-être que le monde médical. Et rapidement, du moins en Belgique, nous avons été frappés par l'absence marquée de prise en compte de certaines dimensions psychologiques ou socio-psychologiques.
Et nous avons réagi en partant de l'idée qu'effectivement, pour lutter contre cette pandémie, il allait falloir tenir compte du comportement de la population, du comportement des citoyens. Et un des éléments déclencheurs aura été le fait que les autorités ont parlé très rapidement de ce concept de distanciation sociale, de distance sociale. Et ça nous a d'autant plus interpellés qu'en tant que psychologues sociaux, nous sommes attentifs précisément à l'importance du lien social entre les individus et toutes les conséquences délétères de l'absence de lien social. Et donc, on a voulu intervenir très rapidement le 19 mars 2020 déjà en mettant en avant l'importance de cultiver le lien social, alors même qu'on devait peut-être se prémunir par une distance physique, ça n'empêchait pas nécessairement qu'il y ait une culture du lien social. Et nous avons ensuite pris part à une initiative qui a été lancée au départ dans le nord du pays quasiment en même temps, une initiative qui s'est intitulée le baromètre de la motivation, et qui a réuni autour de la question de la lutte contre la pandémie une équipe interuniversitaire belge, donc de toutes les universités belges, essentiellement des sous-disciplines de la psychologie, des sous-disciplines qui sont la psychologie sociale, la psychologie de la motivation, la psychologie de la santé, la psychologie clinique, la psychologie de l'éducation et d'autres. Nous nous sommes réunis pour lancer un monitoring, un suivi dans la population pour essayer de voir quels étaient les niveaux de toute une série de variables, à la fois certes sociodémographiques, mais surtout sociopsychologiques, des motivations, des besoins fondamentaux, des valeurs, la question du bien-être, de la santé mentale et bien entendu aussi l'observance des mesures sanitaires. Dans un premier temps, suivi par la suite par le suivi de la vaccination et des attitudes à l'égard de la vaccination. Alors cet instrument a été soutenu à la fois par des chercheurs que nous étions, mais aussi par toute une communauté de psychologues qui se sont institués en groupe d'experts pour intervenir tant au niveau de la presse, des médias, que dans les organes de décision et de conseil mis en place par les autorités belges. Vous devez savoir que ce baromètre a recueilli pas moins de 463 000, comme il est indiqué ici, répondants tout au long des 2 années qu'il aura fonctionné. Pour vous donner une idée, au niveau de la France, ça représente à peu près 3 millions de répondants, ce qui est un chiffre tout à fait intéressant pour connaître au fond de manière très empirique toute une série de choses à propos du vécu par la population de cette crise de la Covid. Ce qui a été tout à fait frappant dans le contexte de cet effort collectif sera été de pouvoir travailler sur un corpus de données qui était guidé par une théorie, ou par un ensemble de théories psychologiques et également très orienté processus, c'est-à-dire que nous ne voulions pas simplement recueillir des informations de type descriptif, mais également essayer de comprendre les processus psychologiques qui étaient à l'œuvre afin de produire des recommandations, en particulier aux autorités belges. Alors, pour vous donner un exemple très rapide, nous avons suivi au fil du temps, vous voyez ici d'avril 2020 jusqu'au mois de mai 2022, toute une série d'indicateurs. J'en prends ici 2 pour vous illustrer la chose, à la fois des aspects de motivation qui sont mesurés, des motivations qui tiennent à la motivation intrinsèque, la motivation contrôlée, c'est-à-dire une motivation davantage perçue comme étant guidée par des incitants extérieurs, par des récompenses ou des punitions, et puis également la motivation. Alors sans entrer dans les détails, vous voyez qu'il y a des variations qui ont pu être interprétées en fonction à la fois de la gravité de la situation, de la perception du risque, mais également des interventions des autorités en matière de communication et de prise de mesures. Nous avons pu regarder comment les membres de notre communauté en Belgique, de la population, ont réagi à ces différents événements au fil des 2 années. Vous voyez également les indicateurs d'adhésion aux mesures sanitaires, en particulier le port du masque, l'hygiène des mains, la ventilation des pièces,
la distance physique entre les personnes. Alors, évidemment que nous avons suivi les intentions vaccinales dans un deuxième temps, à partir de la mise à disposition et même dès avant la mise à disposition des vaccins. Vous voyez ici les différentes vagues significatives que nous avons pu mesurer au fil du temps en 2021, quasiment fin 2020, début 2021 jusqu'à l'été 2021, où vous voyez les proportions de personnes qui, dans les échantillons qui ont été relevés, ont présenté des postures à la fois positives à l'égard du vaccin, étant évidemment l'extrême étant d'être vacciné, jusqu'à des postures beaucoup plus réticentes, voire totalement opposées à la vaccination. Ce qui est intéressant sur ce graphique, c'est que vous voyez que c'est une étude longitudinale que vous voyez ici, et donc vous voyez que les personnes qui ont été retenues dans l'échantillon et qui ont répondu à la fin se retrouvent parfois comme étant des personnes évidemment vaccinées. Il y a une majorité de personnes qui dans l'échantillon ici est vaccinée, mais ce sont des personnes qui ont pourtant au départ parfois exprimé des positions assez hésitantes, voire très méfiantes par rapport au vaccin. Et ça montre donc que le groupe des hésitants vaccinaux n'est pas nécessairement un groupe ni homogène, ni persistant dans le temps. Alors, comment est-ce qu'on explique au fond du point de vue psychosocial et du point de vue plus largement des sciences psychologiques l'hésitation vaccinale? Alors, globalement, même si on va au-delà de la psychologie, il y a deux modèles qui dominent très certainement dans les débats à ce propos. C'est d'une part un modèle qu'on pourrait qualifier de sociodémographique et d'autre part un modèle dit du déficit informationnel. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais le modèle qui s'intéresse aux prédicteurs sociodémographiques, eh bien, essaye de répertorier toute une série de facteurs qui pourraient expliquer en amont pourquoi des personnes seraient réticentes à la vaccination. Et on peut aller chercher du côté de la classe sociale, des convictions religieuses ou philosophiques, du genre, de l'âge, de l'origine ethnique ou culturelle, toute une série d'éléments qui permettraient d'expliquer l'hésitation vaccinale. Alors, outre le fait que c'est assez compliqué à réaliser en soi, il y a des tas de recouvrements et de recoupements, par exemple en matière d'origine et de classe sociale et de religion. Il y a effectivement une difficulté majeure, c'est qu'on ne parvient pas facilement à dresser un profil unique des hésitants vaccinaux. Il y a une variété de profils qui se présentent et quel que soit l'indicateur que l'on prend, on se retrouve très vite en difficulté pour caractériser de façon univoque et de façon claire l'hésitant vaccinal que l'on souhaite viser. Un autre modèle pour expliquer l'hésitation vaccinale consiste à dire qu'au fond, les hésitants vaccinaux, voire les opposants au vaccin, sont en fait tributaires d'un certain déficit, soit que le déficit concerne des informations insuffisantes, un manque informationnel, soit que le déficit concerne des informations erronées, des fausses informations qui seraient à la disposition des personnes. Et alors, ce modèle pose aussi un certain nombre de problèmes, en particulier le problème qui résulte du fait que lorsque on examine les postures des hésitants vaccinaux, on se rend très vite compte que ça n'est pas nécessairement facile de modifier la posture de la personne simplement en apportant des informations nouvelles ou en complétant les informations qui sont préalablement connues. Effectivement, lorsqu'on a des thématiques comme celle de la vaccination et que les personnes n'ont pas de posture très investie, n'ont pas de point de vue très marqué sur la question, on peut imaginer d'apporter des compléments d'information et de modifier la position de la personne assez facilement. Mais dans des cas comme celui de la vaccination, on imagine très très bien qu'il y a réellement, et on le verra plus tard en détail, des postures qui sont enracinées dans autre chose que simplement un manque informationnel ou un bagage informationnel erroné.
Alors, est-ce que ça veut dire que le modèle du déficit est totalement à mettre sur le côté? Bien entendu que non. Il y a des avantages à prendre en compte des difficultés que les personnes ont sur un plan plus général du raisonnement humain pour mettre en place des manières d'améliorer l'information, d'améliorer la compréhension de la situation ou la qualité de la perspective qui est adoptée par les uns et les autres. Effectivement, on sait sur le plan cognitif qu'il y a toute une série de limites ou de difficultés à entrevoir certains aspects de la situation propre à celle que nous avons connue au moment de la pandémie. Par exemple, on sait sur le plan cognitif qu'il y a beaucoup de difficultés à faire face à ce qu'on appelle des croissances exponentielles. Les gens appréhendent de manière générale très mal ce type de progression. Or, c'est quelque chose qui se produit typiquement dans des cas d'épidémie, de pandémie. Et par ailleurs, sur le plan motivationnel, pour ne prendre que cet exemple, il y a aussi des biais qui sont tels que les gens ont une difficulté majeure à imaginer que la maladie peut les frapper eux et peut les atteindre, alors qu'ils sont assez prompts à considérer que les autres sont facilement susceptibles de subir les assauts de la maladie. Ce biais d'optimisme fait qu'il est très, très, très compliqué de convaincre un certain nombre de personnes du risque qu'elles encourent par rapport à la maladie. Alors, une explication tout à fait alternative par rapport au modèle du déficit et aux approches sociodémographiques consiste à partir plutôt de l'idée que les attitudes que l'on voit professées par les gens sont au fond des attitudes de surface, et on en voit quelques-unes ici reprises sur le transparent. Il y a effectivement des convictions qui sont partagées par les uns et les autres, mais il est sans doute un peu vain de vouloir s'en prendre très directement ou simplement à ces convictions en croyant apporter des informations pour les corriger. Les enracinements de ces attitudes de surface sont évidemment bien plus profonds et vont trouver leur source dans toute une série de phénomènes qui sont des phénomènes psychosociaux que l'on connaît bien dans la discipline et qu'on va vous présenter dans les minutes qui suivent. Moi, je vais m'attarder uniquement à deux de ces aspects. Je vais tout simplement aborder en première instance la question des idéologies, très rapidement bien entendu, parce qu'on n'a pas énormément de temps. Mais l'idée ici des idéologies qui constituent un enracinement d'une attitude qui serait professée par une personne hésitante vaccinale, c'est l'idée qu'il faut tenir compte de la mesure dans laquelle la posture de la personne peut entrer en résonance avec des convictions par ailleurs sur un plan idéologique ou politique que cette personne professe. Et donc, effectivement, on peut considérer que la personne va d'autant plus facilement accepter des postures ou des informations, des messages qu'on lui prodigue, que ces messages sont en phase, convergent avec une idéologie qu'elle professe par ailleurs. Pour vous donner un exemple très simple, si effectivement on est face à une population qui partage une idéologie proprement libérale, et j'entends ici le sens au sens politique du terme, c'est-à-dire libéral au sens de la liberté individuelle qui doit pouvoir s'exercer, eh bien c'est clair qu'une vaccination volontaire peut entrer en résonance avec cette posture, alors qu'une vaccination obligatoire suscitera d'énormes réticences de la part de la personne. Et donc, il faut toujours veiller à ce qu'il y ait une compatibilité, dirais-je, entre les postures idéologiques et les messages que l'on souhaite prodiguer, la manière dont on souhaite agir pour faire face à une situation. Alors, c'est clair que ce type de considération va se prolonger dans toute une série de considérations qui touchent à ce qui nous occupe aujourd'hui, le vaccin en particulier, comme par exemple le fait que dans les postures idéologiques, on peut observer qu'un certain nombre de citoyens ont une conception assez claire où on a une opposition,
on manifeste une opposition entre une vision plutôt technologique des choses à l'opposé d'une version plutôt naturelle des choses. Et effectivement, dans une certaine frange de la population, toute la question de la vaccination et de la découverte, mise au point et production des vaccins est quelque chose qui est perçu comme extraordinairement technologique, extraordinairement scientifique au sens très technologique du terme, et qui vient donc buter contre des convictions liées à une approche beaucoup plus naturelle des choses. Et le schéma qui est présenté sur le côté résume en quelque sorte assez bien cette opposition. Alors, on a vu effectivement que dans les enquêtes qu'on a pu faire, toute une partie de la population, et en particulier les hésitants vaccinaux, avait une approche extraordinairement influencée par le fait que la nature est considérée comme bonne en soi et qu'il n'y a pas de raison d'intervenir sur le plan technologique par le biais d'un vaccin qui serait le produit d'une industrie pharmaceutique qui ne respecterait pas la vision de ces individus, que la nature est en soi bonne et en soi susceptible de nous aider. Le concept qui est le plus proche à ce niveau est le concept de santéisme, qui est un concept qui a été mis en avant précisément pour pointer cette opposition entre naturel et artificiel. Quelqu'un qui serait davantage proche d'une posture santéiste aurait tendance à considérer que la santé est vraiment un moyen central d'accéder à un bien-être, mais qu'on y parvient parfaitement et principalement en adaptant son mode de vie. Et que donc c'est une discipline personnelle, individuelle, qui permet de rencontrer les exigences que la santé demande ou requiert pour être au fond dans un état de bien-être satisfaisant. C'est intéressant parce que cette posture santéiste est au fond essentiellement une posture qu'on pourrait qualifier d'individualiste, voire de conservatrice également. Pour vous donner un exemple, une approche de santéiste de l'obésité mettrait volontiers tout à fait sur le côté des explications de type socio-économique ou de type sociaux, les raisons pour lesquelles une personne peut avoir une hygiène de vie telle qu'elle devienne en fait obèse. Et c'est au fond une incrimination beaucoup plus de l'individu et de la personne qui est mise en avant par l'absence de pratiques alimentaires et d'hygiène de vie dans le chef de cet individu. Donc, cette posture individualiste est particulièrement intéressante dans le cas de l'hésitation vaccinale parce que l'idée est véritablement que on ne peut pas approcher la santé d'un individu par des mesures qui seraient générales et qui ne tiendraient pas compte de la singularité de chacune des personnes face à la maladie. Et de façon intéressante, on peut effectivement montrer que bien des parents sont parfaitement d'accord, par exemple, avec le fait de vacciner de manière générale, sauf dans le cas précisément de leur enfant, parce que leur enfant, et en particulier leur famille, pratique une hygiène de vie telle que le vaccin n'est sans doute pas requis dans leur cas. Donc on a cette façon très individualiste et très, comment dire, orientée vers une posture d'autonomie par rapport au reste du groupe qui se marque dans ce concept de santéisme. Un dernier point sur lequel je voudrais insister, puis j'en arrive à un moment d'échange, si vous voulez bien, c'est la présence aussi d'intérêts et d'enjeux particuliers. Alors, je ne vais pas m'attarder outre mesure sur ce point, mais il est clair que lorsqu'on veut mettre en avant des messages visant à promouvoir la vaccination auprès de toute une série de personnes,
des intérêts individuels, des préoccupations individuelles, des investissements individuels peuvent bien entendu expliquer pourquoi l'un ou l'autre se montre réticent à l'égard de la vaccination. Outre les intérêts individuels, on a aussi des enjeux particuliers qui peuvent guider des groupes d'intérêt face à la vaccination et les orienter vers une posture très méfiante par rapport à la vaccination. Donc ces intérêts, de nouveau, sont des intérêts qu'il faut débusquer pour essayer de comprendre comment s'enracine une attitude qui, de manière palpable ou en surface en tout cas, peut sembler simplement opposée à la vaccination, mais c'est seulement à comprendre les intérêts et les enjeux particuliers que l'on aura une véritable compréhension de la réticence à se faire vacciner. Voilà, je vous propose peut-être de marquer un temps de pause et d'échanger peut-être à ce stade sur cette première série de PowerPoint. Merci beaucoup Vincent pour cette présentation très très intéressante. Il y a un certain nombre de concepts qu'on n'avait pas forcément en tête, mais voilà, qui nous permettent un peu de théoriser toutes les questions liées à l'hésitation vaccinale. On avait une première question dans le chat de Christine Caminade qui demande quelle est la part des professions de santé sceptiques envers la vaccination côté belge. Je ne sais pas si vous avez ces chiffres-là ou des ordres de grandeur. Peut-être que Christine voulait développer un peu votre question. Oui, tout à fait. Bonsoir. Merci de me donner la parole. Oui, parce qu'en France, nous avons parfois, enfin moi je suis docteur en pharmacie et je fais de la formation continue pour les équipes officinales. Et parfois, nous rencontrons des équipes qui nous parlent des médecins environnementaux qui ne sont pas du tout proactifs sur la vaccination. D'ailleurs, aujourd'hui, la prescription de la vaccination est arrivée dans le droit du pharmacien à condition qu'il soit formé justement, puisqu'on se rend compte qu'en France, même au pays de Pasteur, on est très, très, très en retard au niveau des taux de vaccination. Donc, je voulais savoir si en Belgique, il y avait aussi quelques professionnels de santé qui étaient aussi un petit peu, qui allaient plutôt à l'encontre des programmes de vaccination. Oui, on va y revenir tout à l'heure, on ne va pas être trop long là-dessus, mais effectivement, il y a eu un certain nombre de données qui ont… Alors, on n'a pas des chiffres en termes de pourcentage, mais on a pu constater que les professionnels de la santé, et plutôt d'ailleurs dans ce qu'on pourrait appeler les niveaux de formation intermédiaires, étaient des professionnels de santé chez qui on trouvait un peu plus de réticence par rapport à la vaccination. Ça a été également le cas dans ce que vous appelez les maisons de soins, les EHPAD, où on a eu pas mal de difficultés du côté ce qu'on appelle les aides-soignantes en Belgique. Et donc ces personnes qui sont à la fois proches du monde médical, voire qui sont des personnels soignants, mais qui sont plutôt, oserais-je dire, peut-être pas dans les personnes dans les cadres supérieurs en matière de soins de santé. Et donc là, effectivement, il y a eu plus de réticence. Alors c'est compliqué parce qu'évidemment, il y a également des biais ou des facteurs qui jouent. Les aides-soignantes, par exemple, en Belgique, sont éminemment originaires de pays hors Union européenne, par exemple. Et donc, il y a comment dire, des confusions de variables. Il n'est pas nécessairement vrai que parce qu'on est une aide-soignante, on est opposé à la vaccination, mais si ça vient se greffer sur d'autres éléments d'origine, que ce soit ethnique, culturelle, religieuse ou autre, eh bien, on a effectivement un panachage là qui fait peut-être quelque chose de plus difficile à surmonter en matière de conviction. Mais Olivier a peut-être d'autres points. Olivier, si vous voulez compléter. Oui, il y a eu des sondages qui ont été faits en particulier pendant l'épidémie de Covid, la pandémie, et on avait quand même des pourcentages
pas du tout négligeable de médecins qui se montraient relativement sceptiques vis-à-vis de la vaccination. On sait très bien que parmi les anti-vaccinés, les gens opposés à la vaccination, c'est souvent les médecins qui sont à la pointe de ce genre de combat, des médecins plus exactement, paradoxalement. Donc, et on a retrouvé ça aussi, certaines figures, notamment dans le milieu de l'homéopathie, qui se montraient très critiques vis-à-vis de la vaccination. Et donc, c'est vraiment une question à régler. Alors, il y a un sondage intéressant qui montrait par exemple que 80% des médecins étaient favorables à l'obligation vaccinale pour les soignants, donc c'est 20% qui étaient opposés. Donc il y a une grande majorité qui est favorable à la vaccination, mais il reste quand même toujours un carteron de gens sceptiques, donc très similaire à la situation française. Il y a un autre élément que je trouve intéressant pour la Belgique, c'est que vous savez que la Belgique est divisée en au moins deux, francophones et néerlandophones, et que du côté francophone, on a une plus forte opposition vaccinale à la vaccination que du côté néerlandophone. Et c'est quelque chose qu'on trouve en fait dans tous les pays francophones. Il y a vraiment une sorte d'influence de tous les médias francophones qui se diffusent un petit peu partout. Et on retrouve cette division en Belgique aussi. On a d'ailleurs pu montrer que plus les personnes étaient exposées aux médias français, plus elles étaient opposées à la vaccination. Merci beaucoup Olivier et Vincent. On a une question donc Réginald de Potesta qui demande: est-ce que la pharmacovigilance n'a-t-elle pas donné récemment assez de raisons d'être réticent? Réginald, peut-être que vous voulez développer un peu votre question. Je ne suis pas sûr que la pharmacovigilance soit le cœur d'expertise de nos deux experts, mais je vous en prie, prenez la parole. Puis aborder les questions, l'hésitation vaccinale, et donc si on s'informe, il y a des raisons de s'hésiter, d'hésiter si on augmente un petit peu sa connaissance sur l'histoire des essais-erreurs de Big Pharma. Il y a quand même matière à s'inquiéter, hein, le Softenon, le Mediator, et que sais-je encore, et même des campagnes de vaccination qui ont été interrompues parce qu'il y avait quelques morts. Et là, récemment, avec le Covid, les vaccins anti-Covid, on a un effet grave sur 800. C'est des nouvelles. C'est étrange qu'avant, ça ne passait pas. Et donc là, je pense qu'il y a matière à hésiter, à s'inquiéter, à se demander pourquoi est-ce qu'avant, on arrêtait dès qu'il y avait 5 morts, et maintenant, il y a plusieurs dizaines de milliers de morts au niveau européen, et au niveau mondial, peut-être encore beaucoup plus. Et donc, voilà, en tout cas, pour ces vaccins anti-Covid, il y a vraiment matière à se poser des questions. Peut-être avant de donner la parole à Olivier, je voudrais simplement rajouter que, alors évidemment qu'il y a probablement quelques points négatifs par rapport à l'utilisation de médicaments, quels qu'ils soient d'ailleurs. Je pense qu'il y a des gens, quel que soit le médicament, et nous ne sommes pas des spécialistes, mais lorsqu'on regarde une récente étude faisait état qui a regardé sur 185 pays, on avait estimé que l'introduction du vaccin contre la Covid avait évité près de 20 millions de morts. Et donc, je pense que effectivement, on peut mettre en balance les choses. Olivier. Oui, je trouve, je vais répondre à votre question de biais, parce que en fait, vous partez du présupposé que les personnes qui sont inquiètes par la vaccination, qui inversement sont prêtes à se faire vacciner, le font parce qu'elles prennent des informations objectives sur les risques que présente le vaccin, qu'elles ont finalement, que chacune fait sa petite analyse sur base des médias ou sur base des informations auxquelles elle a accès de façon plus ou moins transparente. Et en fait, ce que les travaux sur ce sujet montrent, c'est que ce qui fait le succès d'une campagne de vaccination, c'est qu'en fait, les gens vont développer soit une confiance, soit une défiance par rapport à toute une série d'institutions
qui, elles, vont évaluer si le rapport entre le risque et les avantages du vaccin, elles sont bénéfiques ou pas. C'est quelque chose que le citoyen individuellement est souvent mal équipé pour pouvoir faire lui-même. Et donc, en fait, ce que reflète le fait de se faire vacciner ou pas, c'est moins le fait d'avoir traité rationnellement des informations de pharmacovigilantes qui sont très difficiles sans doute à pouvoir évaluer individuellement, que le fait d'avoir fait confiance ou pas à une chaîne d'acteurs qui sont impliqués dans la sécurité et de toute la chaîne de vaccination. En fait, c'est pour ça que ça nous intéresse, hein, la vaccination. C'est parce qu'en fait, c'est une sorte de symptôme du rapport qu'on a à la société, du fait qu'on a confiance ou pas dans certaines institutions qui valident la mise en place de tel ou tel vaccin. Donc, moi, je pense que la question directe de la pharmacovigilance en soi n'est pas directement un problème psychologique qui nous concerne directement. Merci. Confiance, Réginald. c'est pas Réginald. l'enjeu ici. Oui. S'il vous plaît, Réginald, il y a d'autres personnes qui veulent poser des questions. Et comme on a 2 autres parties par la suite à dérouler, on va donner la parole à d'autres personnes. Mais merci beaucoup pour votre question. Dans le chat, Françoise Salvadori demande: en France, un certain nombre de psychologues de ville sont plutôt réticents à la vaccination. Est-ce qu'on peut l'expliquer? Et est-ce qu'il y a un effet profession intermédiaire également qu'on peut repérer? Là, éventuellement, Vincent, je peux aussi répondre. Oui, bien sûr. Alors, j'ai pas d'études j'ai pas connaissance d'études spécifiquement sur les psychologues, mais j'avais vu une étude qui avait été faite, je pense, en Bretagne, et que je trouvais absolument fascinante d'un point de vue sociologique, parce qu'il s'agissait d'étudier l'attitude dont parlait Vincent des professions intermédiaires dans des hôpitaux. On sait que les hôpitaux sont souvent hyper hiérarchisés avec les médecins qui sont au sommet de la pyramide. Et ce qu'on constatait dans cette étude notamment, c'est que souvent on trouvait chez le personnel infirmier et les aides-soignantes une valorisation de pratiques de médecine alternative. Ben pourquoi? Parce que face à un cadre très formel très hiérarchisé qui leur impose une certaine série de pratiques dont elles peuvent sans doute, par rapport auxquelles elles ont peu d'autonomie, en fait, en utilisant ces médecines alternatives qui, a priori, sont souvent inoffensives, elles ont en même temps des effets bénéfiques juste par un effet placebo. Et donc, ça a quelque chose de très valorisant et ça crée un rapport plus positif. Ça donne finalement une forme de valorisation de son travail. Et donc, il y a vraiment un sens à mettre en place pour elles, ce genre, enfin, je dis pour elles, il y a aussi des hommes, bien sûr, ce genre de pratique. Et donc, ça amène à penser ces attitudes aussi dans le contexte d'un contexte de travail, dans un contexte de relations hiérarchiques particulières. Et les psychologues qui sont eux-mêmes souvent dans des positions un petit peu entre deux chaises, hein, entre les psychiatres et d'autres catégories professionnelles, ça peut aussi être une façon de valoriser, de pouvoir finalement développer, voilà, vous voyez, ces solutions technologiques médicales, c'est pas ça qu'il vous faut, travailler sur vous-même. Et donc, le santéisme, c'est quelque chose qui est, par exemple, parfois promu par beaucoup de psychologues aussi. Donc alors, c'est pas une réponse parfaite à votre question, mais je pense que c'est un élément de réponse éventuel qu'il faudrait davantage investiguer. Merci beaucoup. Merci. Merci. Il nous reste 2 questions avant de pouvoir passer à la suite. Je vais vous demander de faire des questions assez courtes dans la mesure du possible. Et je vais d'abord donner la parole à Jean-Louis. Je vous en prie, Jean-Louis. Merci, merci pour votre présentation. J'étais intéressé par votre distinction de modèle social et de déficit informationnel. Et là, j'aimerais en savoir un petit peu plus comment vous situez tout ce qui est autour de la transmission, de la diffusion d'informations via Internet et les réseaux sociaux dans ces modèles. Comment est-ce que vous classez ça finalement? Est-ce qu'il y a quelque chose de nouveau là-dedans qu'il faut prendre en compte? Mais
Nous, on n'a pas entièrement terminé le déroulé du raisonnement. Et donc, je pense que c'est peut-être aussi une série d'éléments qui vont être abordés par la suite. Mais ce que je pense qui est d'une certaine manière problématique dans les deux modèles que j'ai évoqués et que nous souhaitons, en fait, nous, probablement mettre un peu sur le côté à la faveur de ce modèle de l'arbre qu'on vous a présenté, hein, avec ses enracinements, c'est que d'une certaine manière, il considère que le problème se situe du côté d'une certaine frange de la population qui serait irrémédiablement enfermée dans quelque chose. C'est-à-dire que parce qu'on est dans telle catégorie de la population, ou parce qu'on est dans tel groupe socio-économique, ou parce qu'on a tel âge, on est forcément amené à adopter certaines postures. Et donc, à l'opposé, parce qu'on est en déficit d'information ou en détention de mauvaises informations, on est forcément hésitant. Alors, il y a certainement un problème parce que nous n'abordons pas les personnes qui sont favorables à la vaccination, finalement, très différemment des personnes qui sont hésitantes par rapport à la vaccination. Dans l'un et l'autre cas, les personnes, comme le disait Olivier à l'instant, par rapport à la confiance aux acteurs de la pandémie, les personnes ont soit davantage confiance, soit davantage de méfiance, mais fondamentalement, on ne peut pas dire que d'un côté, il y a des gens qui ont toute l'information et qui vont voir les bons canaux d'information, les bons journaux, les bons livres, et de l'autre côté, des gens qui vont évidemment ne voir que de mauvaises informations, de mauvaises sources. Et donc, il y a d'une certaine manière une volonté dans notre approche, au vu de ce que nous avons examiné pendant les 2 ans, de considérer que de part et d'autre, c'est une question plus de rapport à des positions défendues par un certain nombre de groupes, d'entités, d'acteurs, de leaders d'opinion, etc. Et c'est ce rapport-là qui préside au fait que l'on va plutôt verser du côté de l'hésitation, du côté de la conviction vaccinale. J'aurais juste une petite réserve quand même, parce qu'on a tendance à faire un lien trop rapide entre hésitation et couverture vaccinale. Tout à l'heure, vous avez dit, dans les pays francophones, on est très hésitant. Mais en fait, en France, les couvertures vaccinales sont très élevées. Et donc, il y a un décalage entre l'hésitation vaccinale mesurée et la réalité, qui est que finalement, on a des couvertures vaccinales très élevées. Donc, il faut faire très attention à ça. Vous avez raison, et c'est pour ça que j'ai voulu montrer ce graphique qui montre qu'au final, dans les échantillons que nous avons considérés longitudinalement, alors que beaucoup de gens disent être hésitants en vaccinaux, au final, ils se vaccinent. La plupart des gens se vaccinent. Mais donc, la position d'hésitation vaccinale n'est pas quelque chose qui irrémédiablement va vous vouer aux gémonies de rester non vacciné. C'est quelque chose qui est beaucoup plus fluctuant, beaucoup plus négociable que ce qu'on veut bien croire. Et c'est d'ailleurs un des intérêts de ne pas enfermer les hésitants vaccinaux trop rapidement, et nous conseillons de ne pas le faire du tout, dans la posture de l'anti-vax. Je crois qu'évidemment, il existe des personnes qui sont résolument, il y a une frange tout à fait nette de personnes, mais elle est proprement très réduite par rapport à des gens qui se posent simplement des questions et qui sont peut-être prêtes à bouger, à changer d'opinion lorsqu'on prend soin de s'adresser aux enracinements plus profonds de leur posture. Merci beaucoup, merci beaucoup Vincent. Olivier, vous voulez compléter ou on peut passer à la question suivante, qui sera la dernière question pour cette première partie? Non, je vais peut-être juste dire une chose, c'est que la désinformation, on veut souvent un peu blâmer la désinformation sur Internet, et ça peut faire des dégâts, mais cette désinformation, elle n'est pas désincarnée. Elle a d'effet que dans la mesure où elle vient de personnes en qui on a confiance, auxquelles on se sent relié. Et il ne faut pas négliger, et les études le montrent très bien, l'effet inverse, c'est qu'en fait,
on cherche les informations qui confortent nos attitudes autant que l'inverse. Et donc, les gens ne sont pas juste des éponges à information. Les gens qui sont opposés à la vaccination vont délibérément sélectionner, choisir, partager des informations qui confortent leur point de vue. Et donc, les voir juste comme des victimes passives d'un flot d'informations, c'est une vision très, très simpliste et qui n'est pas du tout étayée par la recherche sur ce sujet. Merci beaucoup. Et dernière question avant de passer à la suite de cet atelier. Donc Bernard, je vous laisse la parole. Vous pouvez activer votre caméra. Oui, à ma caméra aussi. Voilà. Ah ben c'est là. Oui, bonjour. Bonjour. Alors, Bonjour. il y a des vaccins qui ont des effets indésirables, bien évidemment. Alors, ces effets indésirables sont largement compensés par les bénéfices des vaccins. Ce n'est pas du tout ça mon propos. Ce que je veux dire, c'est que si on regarde l'histoire, en fait, ce que je fais beaucoup, je travaille dans ce domaine-là, il n'y a pas, à ma connaissance, une seule opposition vaccinale d'ampleur qui se soit emparée de véritables effets indésirables. Voilà. Par exemple, si on prend la Covid-19 dont on parlait tout à l'heure, en France, on a eu des oppositions. Alors, la couverture est très bonne, hein, comme ça a été rappelé, mais on a eu des oppositions dans les départements d'outre-mer, où la couverture vaccinale est d'environ 50% pour une seule dose, alors qu'en France métropolitaine, elle est à 90%, je crois. Pourquoi? Parce qu'il y a une opposition politique dans ces départements d'outre-mer envers le pouvoir central parisien. Donc, c'est une façon de manifester l'opposition politique. Absolument. Les gens, ils ne sont pas encore emparés des accidents dus au vaccin AstraZeneca, par exemple. Je vais prendre juste un autre exemple et après, je vais m'arrêter. C'est un article que j'ai publié il n'y a pas longtemps sur l'échec de la campagne d'éradication de la poliomyélite. Vous pourrez le trouver sur Google si ça vous intéresse. La campagne d'éradication de la poliomyélite a été mise en échec par des refus répétés dans 2 régions du monde du vaccin oral. Hein. La rumeur qui court indépendamment dans ces 2 régions du monde, c'est que le vaccin stérilise les enfants. Il n'y a pas un seul cas de stérilisation, bien évidemment. Le vaccin oral, il a par contre un effet indésirable réel, c'est que dans environ 1 cas sur 2 millions de doses, le virus vaccinal redevient virulent et le vaccin cause des poliomyélites. Donc c'est un effet indésirable réel, rare mais réel. Or, la rumeur contre le vaccin ne porte pas du tout là-dessus. Donc c'est ça que je veux dire, c'est que quand il y a des rumeurs et des oppositions durables, en réalité, ce n'est jamais des effets indésirables réels qui sont derrière. Voilà ce que je voulais dire. C'est tout à fait intéressant. Merci. Tout à fait. Enfin, ça rejoint ce que nous mettons en avant, hein, sur la question de la confiance par rapport à toute une série d'acteurs qui mettent en place des campagnes de vaccination et moins par rapport aux effets médicaux effectifs, réels, hein, et l'étude individuelle des questions liées au vaccin. Oui, et il faut aussi se dire que, enfin, je ne sais pas exactement dans quel pays vous faites référence à ça, mais souvent, en fait, ces images d'effets indésirables vont se greffer sur des représentations historiquement ancrées et pertinentes par rapport à un contexte social particulier. Donc, par exemple, dans des pays anciennement colonisés, l'idée de la stérilisation, l'idée qu'on veut éliminer les indigènes, entre guillemets, c'est quelque chose qui a été très puissant, qui était une crainte importante. Donc, on peut imaginer que finalement, il y a des sortes de fantasmes qui s'ancrent sur des représentations collectives qui préexistent et que c'est celles-ci qui vont se matérialiser dans ces discours. Exactement comme les puces électroniques qu'on injectait, elles participent d'une culture un peu différente sur le Big Brother en Occident. Merci beaucoup pour toutes ces précisions. Je pense qu'on va pouvoir passer à la suite, Vincent, Olivier. Oui, c'est Olivier. Tu as le PowerPoint, Olivier, ou tu veux que je le fasse? Si tu peux le faire, si toi tu peux le contrôler comme ça. Oui. OK. Donc on va passer. Donc, je suis toujours dans ce fameux arbre là que vous avez vu. Et donc, l'idée c'est un peu de voir quelles sont les racines de ces attitudes. Évidemment, on peut passer à la dia suivante. Les peurs, la question de la peur
quelque chose qui a été évidemment beaucoup étudié par rapport au vaccin, mais il faut dissocier ici deux types de peurs. Tu peux avancer, Vincent. Donc, d'une part, évidemment, il y a la peur de la maladie dont le vaccin est censé nous protéger, et la peur du vaccin lui-même. Alors, si on regarde la peur de la maladie, c'est vraiment une stratégie qui a été fort mise en place par toute une série d'autorités. C'est pas, il faut vraiment faire peur par rapport à tous les dangers que peut présenter la maladie. Et on a fait ça aussi avec le tabac, enfin, avec il y a plein de campagnes de santé publique qui sont basées sur la peur. Et le problème de cette stratégie, c'est que elle ne peut fonctionner que si on a l'impression qu'on est en mesure de pouvoir répondre de façon efficace à la maladie en question, ce qui n'était pas le cas, par exemple, enfin, ce qui était difficile à communiquer, notamment avant, au début de l'épidémie de Covid-19, et donc tout ce discours sur la distanciation sociale, etc., visait à ça. Et il faut aussi pouvoir correctement appréhender les risques. Si on ne peut pas correctement appréhender les risques, en fait, on est vraiment perdu. Et donc, c'est une des raisons pour lesquelles nous, pendant tout le baromètre de la motivation, on avait vraiment plaidé pour qu'il y ait une vision cohérente de quelle est la situation actuelle, qu'est-ce qu'il faut faire pour essayer d'y répondre, etc. Alors, c'était difficile, mais finalement, à la toute fin de la pandémie, cette politique a été adoptée par les autorités, avec notamment le concept de baromètre, dont on pourrait parler si ça vous intéresse. Et puis d'un autre côté, il y a la peur du vaccin, qui est aussi un élément qui lui va directement prédire plutôt une opposition à la vaccination, la peur de la maladie pouvant éventuellement favoriser des attitudes pro-vaccinales. Et quand on étudie la peur du vaccin, je pense qu'il faut dissocier vraiment deux éléments. D'abord, quelque chose qui est un peu sous-estimé, je trouve, dans les discours publics, c'est tout simplement la phobie des aiguilles. Donc, il y a toute une série alors bien sûr chez les enfants, hein, il y a vraiment une proportion très importante d'enfants qui sont après tout les premiers publics de la vaccination, qui ont vraiment une peur profonde des aiguilles, mais même chez les adultes, il y a des études qui montrent qu'on a jusqu'à 10% de gens qui ont vraiment une peur intense des seringues. Et donc, ça, c'est un premier élément qu'il ne faut absolument pas négliger. Et un deuxième élément qui est tout à fait central aussi, c'est la peur des effets indésirables. Quand on fait des enquêtes sur l'hésitation vaccinale, le premier prédicteur, c'est presque toujours la peur des effets indésirables. Et on sait que, comme vous l'avez dit précédemment, souvent la nature de ces effets indésirables ne correspond pas à ce qui est montré par les études de pharmacovigilance, etc. Donc on a vraiment ici un facteur important qui va jouer par rapport à ça. Qu'est-ce que je voulais encore dire par rapport à ça? Et donc, oui, peut-être un élément sur lequel je voulais souligner, c'est le paradoxe même de la vaccination. C'est que c'est des gens qui vont être... En fait, on doit courir un risque de subir un effet indésirable qui peut être monté en épingle alors qu'on est en bonne santé. Et donc il y a vraiment cette nécessité de mettre un raisonnement souvent basé soit sur sa propre santé, qui peut être purement égoïste, mais c'est souvent plus un raisonnement altruiste qu'il faut arriver à mettre en avant par rapport à une émotion plus profonde. Donc ça, je pense que c'est évidemment un facteur central sur lequel je reviendrai. On peut passer à la dia suivante. Et donc, ça pose des interventions spécifiques. Alors là, je parle plus de la phobie par rapport aux aiguilles. Il y a en fait toute une série de méthodes qu'on peut mettre en place au niveau individuel pour répondre à ça. Il y a des thérapies cognitives ou comportementales qui marchent assez bien. Il y a aussi tout simplement aménager la situation de vaccination pour rendre
la vaccination moins angoissante avec la présence je sais pas, de quelqu'un qui peut vous soutenir, qui est à côté de vous. Il y a tout ça, il y a des médicaments aussi, type anxiolytiques, qui peuvent aider. Et pour aborder les peurs plus globalement, une méthode qu'on a pas mal, je dirais, encouragée, c'est l'entretien motivationnel. C'est vraiment voir d'où elles viennent, ces peurs, et pouvoir avoir un véritable entretien avec la personne. Évidemment, ça demande du temps, ça demande un certain niveau de formation, mais c'est pas non plus, ça ne demande pas d'avoir fait 10 années de psychologie. Donc, il y a toutes les techniques pour essayer de voir d'où viennent ces peurs et pour essayer d'y répondre. On peut passer à la dia suivante. Alors, bien sûr, autre racine de ces attitudes, c'est ce qu'on a appelé le complotisme. Et donc, en gros, et ça a vraiment été beaucoup étudié récemment, donc c'est cette idée que, en fait, on ne peut faire confiance à personne, qu'on nous cache des choses, qu'il y a des groupes organisés qui, en secret, manigancent différents plans funestes. Et les théories du complot par rapport à la vaccination, elles sont très nombreuses, sans la citer, mais l'opposition à la vaccination, elle ne se nourrit pas juste de complots vis-à-vis de la vaccination. Donc, il y a par exemple une étude internationale qui a été menée dans une quarantaine de pays, dans laquelle on a essayé de voir que les prédicteurs des attitudes vaccinales, et en fait, l'adhésion à des théories du complot qui n'avaient rien à voir avec le vaccin, donc Lady Diana, le 11 septembre, des choses comme ça, c'était un des meilleurs prédicteurs des attitudes anti-vaccinales. Donc vraiment, cette idée, cette vision du monde complotiste, on veut nous cacher des choses, on ne peut pas avoir confiance dans les autorités, ils maniquent dans leur coin, c'est vraiment quelque chose qui est tout à fait central dans l'opposition à la vaccination chez toute une série de gens, sans nécessairement impliquer une croyance spécifique par rapport à un complot vaccinal. Bien sûr, la croyance aux théories du complot, elles sont liées entre elles. Il n'y a rien qui prédit mieux la croyance à une théorie du complot que la croyance en une autre théorie du complot. Donc, on va trouver vraiment toute une configuration là. Et donc, évidemment, ce complotisme est lié à une défiance vis-à-vis des institutions, gouvernements, universitaires, etc. Et ce qu'on voit, c'est que ces personnes opposées à la vaccination, vous voyez ça très bien dans les discours pendant le Covid-19, elles vont être opposées en particulier à ce qu'elles voient comme des médecins, des scientifiques institutionnalisés, des gens qui sont reconnus dans leurs universités ou qui ont du pouvoir, etc. Par contre, ils vont apprécier des médecins qui sont au contact des patients ou qui sont rejetés par la communauté scientifique, etc. Donc c'est vraiment... Quand on analyse ça, on voit qu'en fait, il n'y a pas une opposition nécessairement à la médecine ou à la science, mais à une science institutionnalisée. D'ailleurs, souvent, ces personnes vont se déclarer des scientifiques plus purs et plus rigoureux que les scientifiques institutionnalisés qui, eux, seraient corrompus par toute une série d'intérêts divers qui les empêchent d'avoir des points de vue bénéfique à la population. Alors, je pense qu'on peut passer à la suivante. Oui, d'ailleurs, oui, j'ai peut-être un élément, c'est que dans nos études, on a vu d'ailleurs que les gens avaient beaucoup plus confiance dans les médecins généralistes, dans le personnel infirmier. C'est eux qui jouissaient du capital de confiance le plus élevé, plus même que les experts universitaires. Voilà. Donc, on peut passer... Attends, oui, tu es passé au suivant. Voilà. Donc, vous pouvez peut-être me dire où on en est point de vue temps, là, Younes? Je vous en prie, déroulez, Olivier. Oui, il nous reste okay. 26 minutes d'atelier. Oui, donc, oui, quand on essaye de voir pourquoi les gens croient des théories du complot,
alors je ne vais pas vous faire tout un cours là-dessus, mais il y a 3 grandes catégories de motivation et c'est vraiment important de les distinguer. Donc, la première chose, c'est que ces théories du complot, elles permettent de faire sens d'une réalité qui semble particulièrement menaçante ou anxiogène. Et donc, c'est pour ça qu'on va retrouver tout de suite des théories du complot dans des situations de crise. Pour faire finalement même des situations presque traumatiques. Le Covid, ça peut être vu comme une situation quasiment traumatique pour beaucoup de gens. Deuxième catégorie de motivation, c'est vraiment essayer de contrôler aussi un environnement. Finalement, une fois qu'on arrive à isoler des bons des méchants, de finalement développer une vision du monde où on a un rôle plus ou moins valorisant. Donc, si vous voyez pendant la crise Covid, les discours qu'on qualifie de complotistes sont des discours qui sont finalement assez gratifiants pour leur audience. Voilà, sortez de chez vous, révoltez-vous, vous qui êtes isolés, on va vous donner finalement, vous ne serez plus des moutons, vous serez des êtres actifs qui ne vont pas se laisser faire, etc. Donc il y a vraiment, le discours complotiste permet parfois d'avoir un sentiment de contrôle sur son environnement. Et troisième élément, il s'intègre vraiment dans des réseaux sociaux. Il y a une forme de, même si ces discours peuvent être stigmatisés, ils ont en même temps quelque chose ils permettent de s'insérer dans un tissu social, dans des communautés dans lesquelles on est valorisé, dans lesquelles on peut échanger. Et c'était particulièrement important dans la situation d'isolation qu'on pouvait vivre durant la crise Covid. Et donc, si on analyse juste le complotisme comme des croyances qui sont fausses, on oublie toutes ces motivations. Finalement, pour certains complotistes, finalement, le plaisir d'échanger, d'interagir est plus important que la conviction profonde que le vaccin est mauvais. On peut passer à la suivante. Et alors, un élément aussi que je trouve, moi, qui m'a vraiment fasciné en découvrant ces recherches, c'est que tout le discours qu'on a entendu sur le complotisme a consisté à dire « Attention, attention, ces théories du complot vont décourager les gens de se faire vacciner. » Donc, il faut se battre contre les théories du complot, comme ça, il y aura plus de gens qui vont se faire vacciner. Et des collègues hollandais se sont amusés à faire des études longitudinales pour essayer de voir si ce raisonnement tenait la route. Ils ont mesuré le complotisme, les attitudes vaccinales à différents moments. Et ce qu'ils ont observé, c'est que, alors certes, quand on est exposé, qu'on adhère à des croyances complotistes, on va avoir peut-être plus tendance à devenir ultérieurement opposé à la vaccination. Mais en fait, l'inverse est beaucoup plus vrai. C'est-à-dire que les gens qui, par exemple, ont peur des effets secondaires, sont très inconfortables par rapport à l'idée de se faire vacciner, ultérieurement, ils deviennent plus complotistes. Donc en fait, le complotisme ici, c'est une façon de rationaliser une attitude qui était déjà présente au départ. En fait, le complotisme donne finalement un vernis de respectabilité à une émotion plus profonde, il lui donne un sens, une forme que cette émotion n'avait peut-être pas au départ. Donc, et ça, c'est vraiment, c'est vrai non seulement du complotisme, mais de toutes les formes d'information sur la vaccination auxquelles on peut être confronté. Elles permettent finalement de donner un corps à nos attitudes. Voilà, on peut passer à la suivante. Ah, voilà, on a le temps d'échange suivant. Merci. Je vous laisse la parole. Merci beaucoup, Olivier. Et c'est très intéressant ce que vous dites sur le fait que finalement lutter contre les peurs, les représentations des gens est bien plus efficace que lutter contre le complotisme en tant que tel. Et ça peut donner des outils, surtout sur les premières slides que vous avez développées, notamment aux professionnels de santé en qui la population a confiance, pour justement mieux lever ces peurs. Donc, on cerne beaucoup mieux l'origine de cette hésitation finalement avec votre exposé. Donc, je vous remercie beaucoup. Et dans la foulée, je donne donc la parole à Yvan. Je vous en prie, Yvan. Pensez à activer votre micro parce qu'on ne vous entend pas. Voilà, bonjour. Alors, vous avez une grande chance. Vous avez un complotisme parmi vous, c'est moi. Et donc,
Je voulais vous dire quelque chose que vous n'avez pas développé. Moi, j'ai travaillé dans les médias, d'accord? Et moi, ce qui m'a réveillé, si vous voulez, ce qui m'a empêché de me vacciner, c'est le comportement des médias. Voilà. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire, c'est que à un moment donné, on a fait complètement abstraction, comme vous dites, des autres médecins, des autres experts, comme Didier Raoult, vous savez, Perron, hein, je n'ai pas besoin de vous les citer, vous les connaissez. Et on n'a plus que donné la parole à des experts de plateau. Et il n'y avait plus de débat. Et cette absence de débat m'a fait très peur. Je me suis dit, c'est pas normal ce qui arrive là. J'ai jamais vu ce comportement dans les médias. Et donc, à partir de ce moment-là, je me suis fermé comme une moule et je me suis dit, il y a quelque chose qui se passe qui n'est pas normal. Et effectivement, après, on se retrouve quand même seul. On nous crache quand même à la gueule dans les médias. On nous traite de complotistes. Il y a des gros titres dans les journaux. Si on remplace ces titres, on peut dire clairement que c'est de la ségrégation. Donc, il y a un moment donné, ça fait très peur. Et puis, il y a un moment donné où viennent les manifestations et on se retrouve dans des manifestations et je rejoins ce que dit Klein Olivier, c'est qu'à un moment donné, on se retrouve parmi d'autres gens qui pensent comme nous. Et on sent qu'on n'est plus tout seul. Qu'est-ce que je voulais dire par là? Je voulais dire, je perds le fil de mes idées parce que l'émotion est très forte. Ce que je veux dire, c'est que par après, quand on regarde la TV, les médias, encore une fois, on salit les manifestations. Donc, on les traite d'extrême droite, or que je ne suis pas d'extrême droite et qu'il y avait plein de gens qui n'étaient pas de l'extrême droite. On nous traite de complotistes, hein, mais sous forme de gros mots. Et on dévalorise aussi les manifestations qu'on faisait, c'est-à-dire qu'on ne disait pas du tout le nombre de gens qui étaient dans les manifestations, or qu'il y en avait beaucoup plus que ça. Donc, tout ça, on se dit, mais là, il y a quelque chose qui se passe, quoi. Et on ne peut pas dire le contraire. On ne peut pas dire le contraire. Voilà. Merci beaucoup, Yvan, pour votre témoignage. Je rebondis sur le commentaire de Jean-Louis. On a quand même beaucoup entendu le professeur Didier Raoult, mais on comprend, le fait que la contradiction est aussi essentielle dans un débat scientifique. Et il y a eu un certain nombre de peurs qui ont été nourries pendant la crise Covid, qui ont fait que des personnes comme vous n'ont pas forcément trouvé leur compte dans l'information qui a été véhiculée. Mais votre témoignage est important. Vous concevez bien que on est une assemblée majoritairement en faveur de la vaccination, et ce qu'on essaye de comprendre, c'est justement les mécanismes qui mènent les gens à hésiter vis-à-vis de la vaccination. Donc, votre témoignage est important parce qu'il permet aussi de comprendre la manière dont vous avez adhéré à des théories du complot, si on peut les appeler comme ça. Je pense que c'en est. Il y avait une question dans le... Merci beaucoup, Yvan. Il y avait une question dans le chat de Françoise qui demande si la peur de l'aiguille peut expliquer sans doute une partie des malaises vagos chez les adolescents pendant la vaccination HPV en partie. Alors, Olivier, Vincent et
peut-être même, je ne sais pas si vous êtes en mesure de répondre à cette question. Je ne suis pas sûr qu'on ait des études qui fassent le lien entre malaise vago et blénophobie. Alors, ouais, non, là c'est. Ça dépasse nos Je demande un compétences. joker, là. Mais ce qui est peut-être en lien avec la question, tout en déclarant mon incompétence sur le plan médical, c'est que il y a eu l'une ou l'autre étude qui montrait que, évidemment, un certain nombre d'effets nocebo ont été mis au jour dans le contexte de la vaccination. C'est-à-dire que, effectivement, de la même façon qu'Olivier parlait d'effets placebo dans des pratiques de médecine alternative et qui sont bienvenus, bien entendu, on ne peut pas critiquer le fait que le placebo peut fonctionner et être un allié du corps médical, mais un effet nocebo peut aussi se produire. Et donc, ça veut dire qu'il y a toute une série d'effets qui découlent de la vaccination, qui n'ont rien à voir en réalité avec la vaccination, mais qui sont effectivement des effets négatifs qui sont produits par le fait d'aller se faire vacciner. Et peut-être laisser la parole à Olivier Jourdain qui a une question ou peut-être d'éventuels éléments de réponse. Olivier, je t'en prie. Non, juste un tout petit mot pour rebondir sur HPV, parce que c'est mon champ de compétences. Oui, les malaises vagaux, n'importe quelle piqûre peut entraîner un malaise vagal, c'est essentiellement lié à la douleur, hein, plus que par l'anxiété, mais c'est surtout la douleur. Et l'HPV, ça a été prouvé, entraîne une douleur plus importante, hein, que les autres vaccins et que les injections lambda. Donc, c'est clairement une réaction à la douleur aussi d'injection, qui peut se produire avec n'importe quelle injection, mais un petit peu plus quand il y a des produits douloureux. Il y a certains antibiotiques aussi qui sont dans le même cas de figure et un certain nombre d'autres molécules comme ça. Voilà, donc c'était juste pour vous apporter cet éclairage, mais je ne veux pas vous interrompre parce que c'est très intéressant. J'ai lu votre livre, messieurs, et ça m'a beaucoup intéressé, donc je vous écoute avec une grande attention. Merci. Merci pour ces précisions, Olivier. Françoise, est-ce que ça répond à votre question? Je ne sais pas si Françoise est encore là ou pas. Oui, je vous remercie. Oui, ça répond à ma question avec les précisions d'Olivier Klein sur la douleur. En effet, j'avais oublié que ce vaccin était plus douloureux que d'autres. Je pense qu'il y a aussi la situation de stress et c'est particulièrement à l'adolescence. Donc, c'est ça qui me laissait un peu perplexe. Mais... Parfait. Et Olivier, bon, vous levez la main, mais vous êtes l'intervenant, donc si vous voulez prendre la parole. Oui, ben non, je voulais juste dire que moi, je lève toujours la main sur ce truc. Je suis poli, j'ai appris ça quand j'étais à l'école. Mais donc, je voulais, non, juste heureux de savoir que vous êtes spécialiste du HPV parce que je trouve que c'est vraiment un vaccin qui, du point de vue des représentations sociales et la psychologie, ou alors au-delà des malaises vagaux, où je n'ai pas beaucoup d'expérience, il y a vraiment des représentations. Tout à fait, il y a des études très récentes qui sont passionnantes sur notamment les représentations de la sexualité et du genre notamment. C'est pas viril. Notamment, il y a une étude qui montrait que les parents trouvaient que c'était pas viril pour leur garçon de se vacciner au HPV, que c'était un truc de fille, et donc contre le papillomavirus. Et donc c'était un des facteurs de refus de la vaccination dans une étude américaine récente. Et donc, il y a vraiment des représentations fortement ancrées qui méritent d'être étudiées par rapport à ça. Ou l'incitation à la débauche sexuelle chez les filles. Oui, c'est ça. Ou un truc d'homosexuel aussi. Parce que oui, c'est ça. Donc, malheureusement, comme en France, on le rembourse plus tardivement pour les homosexuels que pour les hétérosexuels, c'est absurde. Enfin, je pense qu'en Belgique, on n'a pas fait les mêmes erreurs. Mais... Non, je crois pas. On a une question de Jean-Louis. Et puis Olivier, je vous redonne la parole juste après. Je vous en prie, Jean-Louis. Merci. Oui, moi, il y a un sujet qui passe souvent sous le radar des analyses en psychologie sociale ou sociologique, et c'est le problème de la complexité et de l'évolution rapide des recommandations vaccinales et de la diversité des situations. Il y a de nombreuses maladies à prévention vaccinale. Les attitudes, les représentations sont très différentes d'une maladie à l'autre. Absolument. Et cette complexité, en fait, elle joue un rôle parce que
ça fait que les professionnels souvent ne sont pas très à l'aise quand ils donnent des recommandations. Ces recommandations peuvent être différentes d'un professionnel à l'autre, et ça peut générer du doute et donc de l'hésitation. Et ce sujet-là, je pense, ce n'est pas souvent abordé, je ne sais pas pourquoi. En tout cas, pour parler de la question de la complexité, enfin, moi, ça évoque chez moi tout de suite les réactions qu'on a pu mesurer dans la population belge au fil de ce monitoring dont je vous ai parlé en début d'exposé, où on a vu que, alors je ne sais pas évidemment tout à fait ce qu'il en a été en France, mais en Belgique, nous avions des comptes rendus très réguliers du gouvernement avec des conférences de presse qu'on appelait les Codeco, et à chaque conférence de presse, il y avait un état des lieux qui était fait avec des recommandations. Et comme les recommandations changeaient continuellement, il y avait effectivement une difficulté majeure à essayer d'instiller une adhésion auprès de la population par rapport à toute une série de comportements sanitaires. Et donc, ça a été effectivement extrêmement compliqué. Et Olivier l'a rappelé, en début de pandémie, ma foi, la situation, la connaissance de la manière de lutter efficacement était quand même non seulement plus précaire, mais en plus rendue difficile par la difficulté des équipements qui n'étaient pas toujours disponibles, que ce soit les masques ou d'autres types de moyens de prévention comme la ventilation des bâtiments et autres. Et donc, il y a eu effectivement une difficulté majeure. Si vous ajoutez à ça ce que vous évoquez, monsieur, le fait que pour chaque vaccin, il y a des recommandations différentes, des âges différents, ça devient effectivement très difficile d'avoir une posture qui soit uniforme à l'égard des vaccins. Oui, et le problème aussi, c'est que ça favorise les messages, la diffusion ou l'exposition à des messages simplistes. Ce qui est simple est faux, et ce qui est simple séduit. Et donc, de cette manière-là, on arrive comme ça à faire diffuser une exposition à une représentation erronée, finalement, du rapport bénéfice-risque. Ça, c'est très compliqué de lutter contre ça. Absolument. Oui, il y a des études notamment qui montrent que une variable qui peut être mesurée au niveau individuel, mais aussi au niveau culturel, qui est la tolérance par rapport à l'incertitude. Donc, le fait finalement d'accepter l'incertitude ou pas, et c'est quelque chose qu'on peut définir, mais aussi des contextes culturels où on valorise plus l'incertitude que d'autres. C'est un fort prédicteur de l'hésitation vaccinale. En fait, plus on accepte l'incertitude, plus on est prêt à se faire vacciner, vu qu'il reste toujours ce risque. Et donc, il y a vraiment ici un dilemme entre avoir des campagnes claires et convaincantes en quelque sorte pour les gens, en même temps être transparent. Et donc, notamment quand il y a eu le problème AstraZeneca, c'était vraiment intéressant de ce point de vue-là, parce qu'on était là dans une situation d'incertitude, est-ce qu'il fallait arrêter ou pas? Et donc, il y a vraiment c'est vraiment un vrai dilemme. Je pense qu'une manière de lever ce dilemme, enfin, d'essayer d'y contribuer, c'est de personnaliser les messages. C'est-à-dire qu'on simplifie de manière non abusive en s'adressant à une personne dans un contexte très particulier en fonction de ses caractéristiques et de ses besoins vaccinaux spécifiques. Ouais. Et ça, c'est quelque chose vraiment que peuvent faire les professionnels de santé, les médecins, notamment généralistes, parce qu'ils peuvent dire, ben voilà, vous connaissant, ce vaccin vous convient vraiment, plutôt que des messages généraux. C'est un petit peu le paradoxe, si vous voulez, de la situation, qui est de dire on peut recommander à tout le monde de parler de manière individuelle. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, il y a quelque part un défi où on demande aux médecins généralistes en particulier, et on sait chez nous en Belgique que les médecins généralistes ont été vraiment au cœur de l'action, parce que la confiance était très importante à leur égard. De leur recommander d'avoir un entretien individuel pour, de façon, j'allais dire, librement consentie, conduire les personnes à accepter la vaccination. Et donc, ça a été vraiment... il y a quelque chose de paradoxal dans la situation. Alors, Olivier Jourdain voulait prendre la parole. Il nous reste 7 minutes d'exposé et je vois qu'on a déjà embrayé un petit peu sur les leviers à activer pour pallier ces situations d'hésitation vaccinale.
Donc, ce que je vous propose, c'est que Olivier, je vous laisse prendre la parole et puis après, on enchaîne avec la dernière partie. Vincent, Olivier, il faudra la faire assez courte pour qu'on ne finisse pas trop tard. Comme vous voulez, Younes, il n'y a pas de souci si on n'a pas le temps. J'avais deux petites questions. La première, c'est en France, il y a une psychologue qui s'appelle Aurélie Gaucher qui a travaillé sur l'hésitation vaccinale, que peut-être vous connaissez, qui est de Grenoble, et qui nous avait montré à Bordeaux il y a quelque temps des études qui montraient que finalement, plus la complexité des études sur les vaccins, sur la tolérance, sur l'efficacité, etc., sont complexes, plus elles sont difficiles à médiatiser, évidemment. Mais plus les gens qui ont des difficultés justement à appréhender cette complexité sont rassurés par des théories simplistes qui finalement les rassurent, et ça s'est démontré sur des échelles psychologiques d'anxiété et de dépression. Est-ce que vous avez constaté la même chose en Belgique? Et puis la deuxième question sur HPV, parce que c'est mon truc et je ne sais pas ce qui se passe en Belgique, mais j'aimerais bien, si vous pouvez m'éclairer, parce que j'essaye d'avoir le maximum d'informations sur ce sujet. Au début, le profil des hésitants vaccinaux pour HPV en France n'était pas le même que celui des autres vaccins. On était face à des gens plutôt sur des CSP+, assez intellectuels, assez cultivés. Et finalement, et là on a refait des études qui vont sortir là prochainement avec la campagne scolaire. Finalement, aujourd'hui, en 2024, on s'aperçoit que les hésitants vaccinaux pour HPV redeviennent des profils standards sur les hésitants vaccinaux, je dirais, qu'on connaît depuis très longtemps. Est-ce que vous avez observé ça aussi, vous, en Belgique? Alors, moi, je suis resté sur la dernière information que c'était des CSP+, donc vous êtes en avance sur moi de ce point de vue-là. Donc, j'ai pas, moi personnellement, j'ai pas accès à des données toutes récentes sur le HPV en Belgique. On pourrait essayer de vous les procurer, bien entendu. Et pour la première question, je vais peut-être pas, enfin, si on a très peu de temps, je pense que je fais entièrement confiance à ma collègue Aurélie Gaucher par rapport à ses conclusions. Donc, on n'a pas d'études équivalentes qui montreraient la même chose en Belgique. Donc, a priori, ça correspond tout à fait au type de tendance qu'on trouve dans le monde entier par rapport à ce genre de communication. Merci. Olivier, on partagera vos coordonnées, vos adresses mail respectives pour que vous puissiez approfondir un petit peu plus ce point sur le HPV. Je crois que vous avez quelques slides pour la dernière partie. Ouais, allez, on va essayer d'être efficace. Vincent, donc ça c'est vraiment un facteur qui nous semble. Donc on peut passer à la suivante. Oui. C'est toujours moi qui disais ça, Vincent. Hein. Oui, on se mélangeait. Ah oui. Ok. Bon, je fais l'identité personnelle et tu fais l'identité sociale. D'accord. Donc, en fait, finalement, on voit souvent les attitudes vaccinales comme finalement un processus de traitement de l'information. Mais en fait, c'est vraiment une fonction identitaire. Adhérer à la vaccination, c'est une façon de dire à autrui qui je suis et de définir qui on est, étant donné le fait que ce vaccin, finalement, il permet de s'orienter socialement. Et donc, on voit par exemple, un des principaux prédicteurs de l'hésitation vaccinale dans des études internationales, c'est ce qu'on a appelé la réactance. Et donc, c'est finalement une tendance à vouloir affirmer sa liberté quand elle est menacée. Donc finalement, de refuser d'être enfermé dans des petites boîtes. Et c'est quelque chose qu'on peut vivre au niveau individuel. Si vous avez des enfants, vous connaissez ça. Hein, vous leur proposez tel plat pour le dessert, ils veulent montrer qu'ils n'aiment pas, ils prennent autre chose. Alors sans infantiliser les hésitants vaccinaux, mais c'est une tendance que nous avons tous, adultes comme enfants, vouloir exprimer sa liberté, son autonomie quand elle est menacée. Donc, cette tendance est un des prédicteurs de l'hésitation vaccinale. C'est une façon de s'exprimer, aussi de se différencier d'autrui. On dit souvent, regardez, nous ne sommes pas des moutons, hein, on n'est pas comme les autres, on n'est pas comme ces moutons. Donc, ça peut être au niveau individuel, mais aussi au niveau social en tant que groupe, que ces motivations identitaires vont se manifester. Et donc là, je laisse peut-être la parole à Vincent pour exprimer plutôt ces motivations groupales plutôt qu'individuelles.
Oui, donc dans le prolongement de ce que vient de dire Olivier, l'idée ici, c'est de souligner le fait que nous ne sommes pas simplement des individus, j'allais dire, insularisés, seuls face au reste du monde. Nous sommes aussi partie prenante de toute une série de groupes, de collectifs qui nous tiennent à cœur, qui, au fond, nous permettent d'exprimer notre identité. Il suffit de penser, en Belgique, il est très facile de réveiller l'identité belge. Il suffit de parler de la Coupe du monde de football, du match contre la France, et on a immédiatement toute la salle qui comprend très bien de quoi on parle en tant qu'identité belge, qui, dans un autre contexte, n'a d'ailleurs pas une énorme importance parce que nous ne sommes pas particulièrement attachés, mais dans le cadre du match contre la France à la Coupe du monde, c'était quelque chose d'important. Ces identités sociales qu'on peut mobiliser à des moments particuliers, elles nous amènent à nous conformer au groupe et à tenter de bien faire la démonstration que nous sommes comme les autres membres du groupe, que nous appartenons et que nous remplissons les obligations du groupe. Et ça veut donc dire que si on a cette volonté de rentrer dans les rails de ce que le groupe met en avant comme comportement, comme croyance, comme conviction, c'est aussi en opposition à d'autres groupes qui ne sont pas notre groupe et qui ont d'autres façons de penser, d'autres valeurs, d'autres convictions. Et on voit bien que dès l'instant où on a repéré qu'on peut se fondre, et je pense qu'il y avait ce témoignage d'Yvan là qui disait dans une manifestation de personnes qui étaient sceptiques par rapport à la vaccination, tout à coup j'ai vu que j'étais pas tout seul. Eh bien, c'est un peu ce phénomène-là, ces identités, ces appartenances vont nous permettre de nous repérer dans le paysage social et de savoir au fond un petit peu ce qu'on doit faire, même si individuellement, nous n'aurions pas nécessairement été amenés à poser le comportement exactement de la même façon, mais dans le contexte social, nous tenons à montrer, mettre en avant qui nous sommes socialement parlant. Et donc, ces identités jouent un très grand rôle. Et peut-être, Olivier, ici, tu peux réembrayer avec le complotisme. Ben oui, donc finalement, ce qu'on appelle le complotisme, c'est une façon d'exprimer aussi une identité, de dire, voilà, nous ne sommes pas comme ces élites ou ces gens, ou ces gens qui se laissent purement guidés par les médias, etc. Une façon finalement de dire qui on est à travers le complotisme. Et l'inverse est vrai aussi. Quand on dénonce les complotistes et qu'on dit regardez tous ces complotistes qui ne savent pas réfléchir, qui sont complètement indoctrinés par la propagande russe, alors que nous sommes rationnels. Et ça, il faut bien se dire que tous ces mécanismes ils vont dans les deux sens. Hein. Et donc, c'est une idée qu'on a développée dans un article dans The Conversation que vous pouvez trouver. Et finalement, l'antivax, c'est le fantasme parfait, c'est l'ennemi parfait contre lequel on peut se présenter comme un parangon de la rationalité, de l'intelligence et des lumières. Et tout ça, c'est un jeu de miroir. Et donc, du coup, connaissant ces éléments plutôt identitaires et à quel point ils jouent un rôle important, ben, ça permet aussi d'avoir un certain nombre de pistes sur les interventions. Et on a déjà évoqué à l'une ou l'autre reprise ces aspects en essayant de voir à quel point, s'agissant de mettre en avant peut-être des comportements salutaires comme la vaccination, on a un avantage à se tourner vers des personnes qui sont vues par les potentiels bénéficiaires du vaccin, des personnes qui sont vues comme des leaders d'opinion, des personnes en qui ces personnes remettent d'une certaine façon leur destin, ont confiance, et Olivier a déjà évoqué cette notion de confiance. Donc, identifier, c'est quelque chose qui a été fait en Belgique assez systématiquement par les autorités, c'était de contacter très très rapidement
des leaders d'opinion. Alors, on peut évidemment penser à des leaders d'opinion classiques, hein, des gens qui sont des vedettes ou des artistes ou des personnes, je ne sais pas, je pense qu'en France, c'est toujours Jean-Jacques Goldman qui est la personnalité préférée des Français. Mais il ne s'agit pas que de ça, il s'agit de trouver des personnes qui, dans les différents cénacles, dans les communautés, dans les congrégations religieuses, par exemple, et dans les campus universitaires, sont des leaders d'opinion et qu'on peut peut-être investir d'une mission de relais de messages. Et c'est aussi ce qui a été marquant dans nos données, c'est à quel point le personnel des soins de santé était vu comme représentant, incarnant une confiance auprès de la population parce que précisément il n'était pas nécessairement loin de la population comme pouvaient l'être les autorités politiques ou les experts scientifiques de haut vol. Et ça m'amène à vous parler de peut-être la démonstration de l'importance du groupe et du collectif dans sa version la plus aboutie. C'est ce qu'on appelle en psychologie sociale le bandwagoning. C'est vraiment le poids donc littéralement le terme veut dire s'accrocher au wagon, hein, s'accrocher à la locomotive. Et c'est l'idée qu'on a souvent prônée, en tout cas dans le contexte du baromètre de la motivation, de faire confiance à la mise en avant de ce que les autres citoyens pouvaient faire, ce que les autres personnes faisaient en allant se vacciner, en se protégeant, en adoptant les comportements de protection de santé et en mettant en avant comment collectivement le groupe était en train de prendre position en faveur du vaccin et en soulignant le fait que effectivement on pouvait d'une certaine manière adopter le même comportement que le groupe et précisément en lien avec des valeurs que le groupe était susceptible de porter et plus spécialement des valeurs par exemple de solidarité ou de bienveillance ou d'attention aux autres qui sont alors des valeurs qu'on peut prôner comme étant utilement partagées par le groupe. Et donc, ces notions qui tablent sur le fait qu'un individu n'est pas un atome isolé, mais fait partie d'un collectif et s'inscrit dans ce collectif en suivant à la fois ce que des leaders disent, mais aussi ce que les autres membres du groupe font, c'est quelque chose sur lequel on doit beaucoup plus tabler si on veut faire œuvre utile en matière de vaccination. Peut-être Olivier, tu voulais, toi, terminer? Oui, ben donc, je voulais, si vous le souhaitez, peut-être évoquer finalement des politiques publiques de gestion de la vaccination. Et donc, parmi les choses les plus tentantes pour les politiciens, c'est évidemment d'utiliser des incitants soit négatifs, soit positifs, donc interdire l'accès à tel ou tel endroit si on n'est pas vacciné. Inversement, il y a eu des politiques de récompense, hein, même des pays ont donné de l'argent aux gens, etc. Il y a eu des loteries, etc. Alors, ces politiques peuvent avoir un certain effet à court terme, mais elles posent des dangers qu'il ne faut vraiment pas nier. Un premier, c'est ce qu'on appelle le crowding out effect, c'est-à-dire le fait que, en fait, on constatait qu'il y avait beaucoup de gens qui étaient intrinsèquement motivés à se faire vacciner et qui n'avaient pas besoin d'incitants. Et à partir du moment où on introduit des incitants, l'effet psychologique que ça a, c'est que ces gens, finalement, perdent leur motivation intrinsèque et vont parfois se démotiver, ou parfois le faire en fonction des incitants, ou au contraire vont ressentir un sentiment d'injustice. Parce qu'après, si eux l'ont fait volontairement et puis qu'à une étape suivante, un autre groupe qu'on veut convaincre reçoit des récompenses auxquelles eux n'ont pas eu droit, il y a un sentiment d'injustice et donc ça a des effets négatifs. Ça a aussi des effets plus généralement de cohésion sociale, vu que ça peut créer une polarisation entre ceux qui finalement refusent de se plier à ces incitants et les autres, et des formes de stigmatisation, etc. Sans parler aussi, finalement, il y a des questions même juridiques de droits individuels qui se posent. Donc, même si, bien sûr, je n'adhère pas au discours complotiste qui
revendiquait une sorte de liberté totale et parfois problématique. Et on ne peut pas nier que les politiques contraignantes posent des problèmes de cohésion sociale qu'il faut vraiment envisager. Donc nous, on a toujours dans nos recommandations essayé de favoriser ce qu'on appelle la motivation autonome et mettre en place des situations dans lesquelles les gens veulent volontairement se faire vacciner. Voilà, on peut passer à la suivante. Et alors, peut-être pour terminer, oui, il y avait encore un slide après, mais on n'a plus de temps, je crois. Mais, donc, peut-être juste quelque chose qu'on a déjà dit, en fait, c'est que il n'y a pas de recette miracle qui marche pour n'importe quel vaccin, à n'importe quel moment, pour n'importe qui. Un élément, par exemple, c'est que les politiques pour les vaccins de rappel, ce n'est pas nécessairement les mêmes que pour la première dose. On a aussi un phénomène qu'on appelle la fatigue liée à la pandémie, qui appelle peut-être d'autres types d'interventions, etc. Donc, c'est vraiment, c'est pas une science exacte. Il faut finalement s'adapter au contexte historique, sociologique dans lequel on évolue. Et peut-être dernière chose, en une phrase, peut-être, on a dit que se dire que les attitudes antivaccinales reflètent un déficit d'information, c'est une vision simpliste et sans doute problématique. Et donc, un modèle que, à la suite de notre collègue Matthew Hornsey, on trouve intéressant, c'est de voir finalement le travail. Plutôt que d'essayer de combattre les antivax en essayant pas spécialement les antivax, juste les hésitants vaccinaux, en essayant finalement de détruire les assises de leur réflexion, de dire ouais, vous trompez totalement. En fait, plutôt aller dans leur sens, utiliser leur force, leur motivation, et pour la diriger, finalement d'une façon qui soit constructive pour elles et peut-être pour la société aussi. C'est ce qu'on appelle le modèle du jiu-jitsu, qui est un art martial qui consiste à utiliser la force de l'autre. Et donc, pour donner juste un exemple, quelque chose que Madame Salvadori décrit très bien dans son livre, c'est la façon dont le discours religion était utilisé pour promouvoir de l'opposition à la vaccination. En fait, par exemple, en parlant de providence divine, la maladie fait une providence, évidemment, on peut, par rapport à des personnes très religieuses, on peut aussi parler avec elles et voir comment leur croyance religieuse serait aussi tout à fait compatible avec le fait de se faire vacciner. Et donc, c'est très facile de faire ce genre d'argument. Et il y a beaucoup de prêtres qui l'ont fait d'ailleurs. Donc, vraiment, utiliser plutôt les croyances de l'autre dans l'ordre. De même que la défiance vis-à-vis des compagnies pharmaceutiques, elle est parfois tout à fait légitime. Et voir finalement tous les garde-fous qui sont mis en place par rapport à ça peut parfois, en reconnaissant ces problèmes, tout en montrant qu'il y a toute une série de garde-fous, on peut peut-être faire on peut peut-être mieux convaincre qu'en essayant de dire regardez, non, vous pouvez totalement faire confiance à toutes ces compagnies pharmaceutiques, elles ne sont guidées que par l'amour du prochain. Donc il y a vraiment ici cette idée qu'il faut finalement utiliser les attitudes de l'autre et aller dans leur sens plutôt que de vouloir absolument les combattre. Voilà, on va peut-être terminer là-dessus. Merci beaucoup Olivier, merci beaucoup Vincent pour cette présentation. Comme on l'a dit en début d'atelier, donc les slides seront mises à la disposition et puis nous, on va mettre à disposition le replay de l'atelier. En tout cas, c'était très intéressant. On a pu mettre un peu des mots sur des choses qu'on voit sur le terrain, mais c'était très intéressant de pouvoir voir quels mécanismes exactement et quels facteurs pouvaient être à l'origine de l'hésitation vaccinale. Donc, merci à vous pour vos présentations. J'espère qu'on aura la chance de pouvoir se recroiser un jour. Le prochain atelier VLS portera sur la méningite et se déroulera le 26 mars. On communiquera comme d'habitude sur les réseaux sociaux et par mail le lien d'inscription, donc n'hésitez pas à le faire. Et merci à tous les participants qui ont posé leurs questions. Je trouve que les débats ont été
c'était plutôt intéressant et surtout bienveillant comme d'habitude sur les ateliers VLS. Donc, bonne Merci à soirée vous. à tous. Merci Et à puis, vous. à très bientôt pour le prochain atelier du coup. Au revoir. Merci beaucoup. Merci. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Merci, au revoir. Merci. Un très, très grand merci à vous tous. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Bonne soirée. À bientôt. À Au bientôt. revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Moi, je copie toutes les références qui sont dans la conversation, vu que je n'ai pas pu les lire. Hop.